modérer un petit peu la journée, enfin l'après-midi, en donnant la parole aux différents intervenants. Il va y avoir au niveau de l'organisation de la journée un temps de pause qui sera de 1 quart d'heure, pas plus. Donc vous vous tenez au fait que ça dure qu'un quart d'heure pour qu'on ait suffisamment de temps pour non pas boire des cafés, mais pour discuter des situations cliniques qui sera présentée par Orla. Je donne la parole à M. Aaron Darzik, qui est directeur des soins de Pinel. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue. Voilà. Je vais être bref hein, pour ne pas amputer votre après-midi de travail. Voilà, je voulais simplement vous remercier tous d'être là. Je représente Madame Gaillard, directrice et chef d'établissement, qui n'a pas pu être présente malheureusement, et donc elle souhaitait que la direction soit représentée, de manière à pouvoir effectivement introduire cet après-midi de travail le plus simplement possible, en remerciant donc les organisateurs d'avoir permis cet après-midi de travail, en vous remerciant vous d'être présents, et en vous souhaitant surtout de bons échanges fructueux et surtout des bons échanges autour de vos pratiques. Voilà, bon après-midi, bonne séance, et puis respectez le timing, comme ça vous aurez effectivement beaucoup de plaisir à pouvoir échanger. Voilà, merci à vous tous. Merci, monsieur. Merci à l'EPSM de la Somme. Je donne d'emblée la parole à monsieur Mine qui va introduire l'après-midi. Merci, Pascal. Bon, en tout cas, d'abord, je voulais vous remercier d'être présent. Donc, il y a quelques problèmes de dernière minute concernant la prise en charge au titre de la formation continue. Et l'essentiel, c'est que la plupart d'entre vous aient pu venir en nombre donc, à cette occasion. Alors moi, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir le 6 Capson de Luis, que j'ai bien connu lorsqu'il était praticien hospitalier dans cet hôpital. Il y a maintenant un certain nombre d'années, donc après avoir été praticien pendant 4 ans ici, il a été praticien donc, dans la SL13, j'en assurais la direction, puis la direction du service de psychothérapie analytique, et maintenant il est directeur de la revue française de psychanalyse. Donc il a écrit beaucoup d'articles, mais aussi des livres. Et donc en 1994, dans le même cadre de l'Institut collégial, nous avons eu le plaisir de le recevoir, où il nous a parlé de l'ouvrage qu'il veut faire paraître sur les médicaments du narcissisme, la métapsychologie, développée. Voilà, c'était donc il y a un peu plus de 30 ans. Et donc, il faut comme du tout pour le ramener ici, mais en tout cas, là, c'est grâce à la publication de cet ouvrage sur le schizophrène en mal d'objet que l'on s'est senti en nécessité. Le mot n'est pas trop fort, de l'inviter à nouveau, parce que cet ouvrage est à mon sens très exemplaire de cet accompagnement que l'on peut proposer à des patients schizophrènes. Alors, juste quelques points avant de vous donner la parole. D'abord, pour moi qui suis depuis assez longtemps maintenant dans le champ de la pédopsychiatrie, j'ai relu vraiment avec plaisir des situations cliniques évoquant des patients schizophrènes. Et je me suis rendu compte finalement de la trace qu'ils avaient laissée en moi. C'est-à-dire qu'un certain nombre de patients, sur ce registre-là, ne laissent pas indifférent. Et c'est-à-dire que je me suis rendu compte combien j'avais appris beaucoup, combien, d'une certaine manière, en lisant cet ouvrage, j'ai eu le sentiment d'avoir presque un peu de nostalgie
au contact, enfin, donc avec ce type de patient. Alors bon, je ne vais pas réutiliser de manière abusive le concept de tendresse, enfin, mais malgré tout, il y a quelque chose de cet ordre-là par rapport à ces patients qui d'un côté peuvent faire un peu peur, mais qui peuvent aussi finalement vous entraîner dans une relation d'assez grande proximité avec eux. Enfin, c'est tout le problème de distance relationnelle qui probablement peut se poser. Le deuxième point, c'est effectivement sur la réflexion sur ce que c'est qu'une relation thérapeutique. C'est-à-dire que dans cet ouvrage, Vassilis Kapsambelis nous entraîne dans cette aventure qui permet de faire profondément connaissance avec un patient. Des patients qu'il a suivis quelquefois pendant plusieurs dizaines d'années. Et sur les 13 patients dont il parle dans son livre, certains, il en parle à plusieurs reprises, il les a rencontrés, revus, des intervalles très longs. Et donc ça permet effectivement d'apprécier des évolutions qui sont parfois des évolutions très positives. Il y a parfois des évolutions qui ne sont pas, mais vraiment ça permet de voir comment, en étant suffisamment tenace d'une certaine manière, donc on peut faire évoluer ces patients sur lesquels porte parfois une sorte de regard un peu pessimiste. Et ça, c'est vraiment très important à savoir. Le troisième point sur lequel je voulais juste dire un mot, c'est que Vassilis Kapsambelis insiste beaucoup sur le déclenchement, en quelque sorte, à la puberté, à l'adolescence. Et j'ai retrouvé dans ce livre des concepts que les psychiatres d'adolescents utilisent quand même pas mal. Ne serait-ce qu'un concept qui a été un peu travaillé par Philippe Janet, comme celui de l'incompatibilité narcissico-objetale, qui est très présent à l'adolescence et qui est vraiment très développé dans les propos et le cycle Kapsambelis. Donc il y a quelque chose là autour de l'aménagement de la relation avec les adolescents qu'on retrouve avec les patients schizophrènes. Il y a beaucoup là de points communs qui méritent d'être explorés. Quatrième point, c'est par rapport à la distinction par l'autisme. Vassilis se pose la question de savoir est-ce qu'on peut parler d'un trouble du spectre schizophrénique comme on peut parler d'un trouble du spectre autistique. Bon, la question reste posée. Mais là, on trouve aussi à la fois des différences sur le point de l'aménagement de la relation. Mais pour le moment, il y reviendra dans la discussion. Il y a aussi quand même des points de comparaison sur lesquels on pourra aussi revenir. Un autre point fort du travail de Vassilis Kapsambelis, c'est précisément la richesse des situations cliniques qu'il propose. Parce que, là j'en ai compté 13, il y a des récidivistes dans son livre, et c'est vrai que à chaque fois, ce sont des situations très différentes, et Vassilis Kapsambelis nous montre comment le psychiatre va là jouer son rôle d'interposition végétale, comme il le décrit, pour exister entre le patient et ses objets. Et après, par rapport à l'évolution sur en quelque sorte cette espèce de position érotomaniaque qui est très intéressante aussi à développer, puis finalement la position sur l'objet de l'objet. Donc je terminerai juste pour pointer le fait que ce livre est aussi très didactique, comme la plupart de ceux que Vassilis a écrits.
par rapport au traité de psychopathologie, par rapport à ce petit ouvrage sur l'angoisse, qui est paru aux collections Que sais-je. Donc là, effectivement, il y a des concepts complexes que Dassis arrive donc, à expliciter, enfin, de manière très claire. Enfin, après, c'est vraiment très intéressant donc, pour chacun d'entre nous de voir comment on peut reprendre cette notion à la fois donc, de principe de réalité, donc, de relation d'objet, donc, comment on peut aboutir à cette troisième topique donc, en y allant la leçon de sujet. Et tout ça est vraiment passionnant. Je m'autorise à faire de la publicité, je vous incite vivement à acquérir d'urgence cet ouvrage sur le schizophrène, donc en Val-de-Buis. Voilà, donc Vassil va introduire un peu son propos, mais va laisser donc, un temps suffisant donc, pour la discussion. Donc, on essaiera infiniment d'intervenir, de témoigner, donc d'associer à partir de son plan. Voilà, je vous remercie à l'avance pour les propos qui vont être tenus. Merci. Merci beaucoup. Et merci d'abord pour l'invitation. Et vous avez compris que je commençais ma carrière de praticien hospitalier ici, dans cet hôpital même. Et j'avais... Non, on n'entend pas. Vous n'entendez pas. Alors, en tout cas, c'est on. Là, vous entendez? Oui. Donc, je vous disais que vous avez compris. Il est plus efficace. Vous avez compris que j'ai commencé ma carrière de praticien hospitalier dans cet hôpital il y a 35 ans. Et j'avais connu à l'époque une véritable passion pour le travail avec les patients psychotiques au long cours, dans une équipe remarquable médicale et infirmière dans laquelle j'avais été intégré. Et j'avais eu quand même l'occasion de constater à quel point la logique d'accompagnement au long cours était très très enracinée dans la culture des 4 à l'époque secteurs de Pinel, et avec un accompagnement qui n'était pas que intra-hospitalier, on s'en faut parce que c'était quand même un accompagnement qui se déployait réellement dans la ville. Et je me souviens à quel point nous avions, les collègues, les équipes infirmières à l'époque avaient fait des choses auxquelles je participais et je contribuais un peu à développer, c'est-à-dire les sorties en groupe de patients qu'on faisait beaucoup à l'époque, c'est-à-dire on avait un groupe de patients qui étaient à l'hôpital parfois depuis l'enfance, puisque l'hôpital Pinel recevait aussi traditionnellement aussi des enfants, de l'enfance inadaptée, comme on l'appelait il y a dans les années 50, et que comment petit à petit on les accompagnait, on les entraînait. On n'avait pas peur de ce mot qui sent la psychiatrie fonctionnaliste, mais je crois que tout est bon à prendre si vous avez une certaine idée de ce que c'est l'humain, et comment on travaille avec l'humain, et comment on les préparait, on travaillait avec eux, et puis à un moment donné, un jour J, on les installait dans une grande maison aménoise, chacun sa chambre, et on installait une sorte de vie communautaire avec la contribution des soignants qui passaient évidemment tous les jours, qui faisaient les courses avec eux, qui préparaient, qui accompagnaient l'endormissement, comme dans une famille. Et je crois que j'ai connu ici, donc à l'époque, des méthodes de traitement et d'accompagnement au long cours de psychothérapie au sens fort du terme de patients schizophrènes, que je n'en ai pas connu par la suite pour un tas de raisons, parce que la grande ville qui est Paris ne permet pas forcément de faire ce genre de choses, parce qu'on n'a pas les moyens que permet une ville de taille moyenne. Enfin, pour X raisons, certaines choses qui peuvent se faire ici et qui se faisaient ici ne peuvent pas se faire ailleurs, ou alors à des endroits équivalents en quelque sorte en termes de développement de secteur. C'est pour dire que l'hôpital que j'ai connu il y a 35 ans, il était tout le contraire de l'hôpital asilaire,
qui avait vraiment énormément investi là, et il avait vraiment profité pleinement de ce qu'était la sectorisation psychiatrique dans son essence, c'est-à-dire accompagner quelqu'un individuellement vers une autre vie que celle de la maladie du père. Et moi, je suis très reconnaissant de ce que je fais, que j'ai appris ici. Alors, vous avez compris aussi que, par l'introduction du professeur Mill, que je n'ai pas l'intention de vous faire une conférence d'1 heure. Alors, le livre qui me vaut l'honneur d'être invité parmi vous peut se résumer rapidement pour laisser la place à la discussion. Et il peut se résumer déjà en intitulé la question est de savoir quelles sont les différentes étapes que traverse un patient schizophrène dans un parcours de soins individuel et collectif, parce que c'est toujours les deux, au sein d'une équipe de soins, parce que c'est rare qu'un schizophrène soit soigné uniquement dans un cabinet, enfin ça existe, mais ce n'est pas le plus fréquent, et ceci sur 20-30 ans, puisque j'ai eu la chance donc de connaître cette possibilité de voir le patient sur 20-30 ans, parfois plus, et de pouvoir donc apprécier ce qu'il était à 20 ans, 25 ans, et ce qu'il est devenu à 55, 60 ans par exemple. Alors, et de ce point de vue-là, bien que le livre est écrit avec des concepts et une terminologie essentiellement psychanalytique, je suis psychanalyste par ailleurs, ce n'est pas un livre sur la psychothérapie psychanalytique des patients schizophrènes. Ça existe. Il y a des livres, il y a des articles sur la psychothérapie psychanalytique des patients schizophrènes. Moi-même, j'ai pris ma retraite il y a 1 an et demi d'un centre de psychanalyse au sein d'un secteur qui était destiné à des patients psychotiques. C'est-à-dire qu'on prenait dans ce centre de psychanalyse en priorité des patients psychotiques ou ayant un fonctionnement psychotique au sens de limite. Donc on a écrit beaucoup là-dessus, j'ai participé, nous faisons une revue sous forme de volume annuel sur cette question-là. Donc la littérature, la recherche, psychothérapie psychanalytique des schizophrènes existe. Ce n'est pas l'objet de mon livre. Ce n'est pas l'objet. Alors, l'objet de mon livre est le suivant. En agglomérant l'expérience de psychothérapie ou de psychanalyse de patients psychotiques sur plusieurs années, l'expérience de l'accompagnement institutionnel par équipe de ces mêmes patients, l'expérience des soins par définition multifocaux. Il y a une équipe infirmière, il y a un psychiatre, il y a un psychiatre hospitalier quand il est hospitalisé, il y a un ou une psychologue qui le voit régulièrement au CMP. En agglomérant la totalité de cette expérience, est-il possible de décrire certaines étapes de l'évolution des patients schizophrènes à partir du début de soins jusqu'au terme d'une relative émancipation de cet environnement thérapeutique qui l'aura accompagné plusieurs années et parfois 2-3 décennies dans sa vie. Et donc, la question est donc la suivante, non pas quelle est la psychothérapie psychanalytique des patients schizophrènes, mais comment peut-on comprendre en des termes psychanalytiques ce qui se passe réellement, c'est-à-dire toute expérience thérapeutique confondue dans le parcours de patients schizophrènes. C'est ça l'axe. Alors, ayant pris cet axe-là, évidemment, la première étape qu'il me fallait comprendre et décrire, c'était l'étape de la rencontre. Or, comme vous le savez, la rencontre avec le patient schizophrène s'est faite quand même très souvent à son corps défendant. Alors, bien entendu, quelqu'un pourrait dire, oui, vous dites ça, mais parce que vous êtes quand même avant tout un psychiatre de secteur, et donc vous avez quand même connu les patients schizophrènes hospitalisés surtout à la demande de leurs parents, très plus rarement à la demande des autorités, qui sont obligés de se faire soigner, ils n'ont pas le choix, on les oblige, ils sont en chambre d'isolement, éventuellement, ou dans une unité fermée, etc. Alors, mais quand je me suis mis à regarder qu'en est-il du côté de la psychothérapie psychanalytique des schizophrènes, je me suis aperçu que cette tendance à, en quelque sorte, imposer des soins était tout aussi vraie, toute proportion gardée. C'est-à-dire que, déjà, au sein
au centre de psychanalyse où je travaillais pendant les 10 dernières années de ma carrière, c'est-à-dire jusqu'à l'année dernière, eh bien, quand un patient ne venait plus à son psychodrame ou à sa psychothérapie, on écrivait immédiatement, on appelait, la secrétaire appelait, ou l'analyste, ou le directeur du psychodrame, pourquoi vous ne venez pas? On vous a attendu, vous n'avez pas prévenu, il y avait une deuxième lettre, il y avait un deuxième appel, on faisait pression sur lui pour qu'il vienne voir le directeur du centre de psychanalyse, puisque la règle était là-bas que tous les patients qui arrivaient étaient vus par le directeur du centre, lequel leur proposait qui est une thérapie analytique, qui une psychothérapie, qui est un psychodrame, qui est une thérapie corporelle. Enfin, on avait un certain nombre d'outils à notre disposition. Et donc, dès qu'il y avait échappement au soin, on revenait voir le directeur. Donc, d'une certaine façon, évidemment, on n'envoyait pas les gendarmes pour le menotter et le ramener à sa séance de psychothérapie, mais à l'échelle de la psychanalyse, c'était tout comme. C'est-à-dire que quand vous avez quand même des patients en traitement analytique, vous respectez quand même leur liberté de venir ou de ne pas venir, d'arrêter ou de ne pas arrêter. Vous dites tout au plus, ça serait bien qu'on discute si vous voulez arrêter. Mais alors, après tout, s'ils ne veulent plus donner signe de vie, vous ne les harcelez pas par téléphone, par mail, par courriel. Vous acceptez quand même, sauf pour ces patients-là. Donc, en quelque sorte, et encore une fois, toute proportion gardée parce qu'on est en psychanalyse, la même chose qu'on pouvait observer en psychiatrie était quand même vraie. C'est-à-dire que c'est une catégorie de patients pour lesquels nous estimons qu'il faut, d'une certaine façon, insister. Rappelez que vous avez dit qu'on va faire, que vous vous êtes engagé. Le directeur vous a dit que c'est un travail de longue haleine, et ça demande de l'effort, de l'assiduité. On ne se permet jamais ce genre de choses avec, disons, le projet de base qui vient, qui fait un an ou deux, qui ne veut plus, qui s'en va, qui a une nouvelle histoire professionnelle, amoureuse, ou tout à la fois. Et voilà. Et donc, j'élargissais mes lectures, mes intérêts, et puis j'ai regardé aussi ce qui s'est passé dans des pays étrangers, parce qu'après tout, peut-être la particularité, la singularité française se vérifiait aussi au niveau des schizophrènes, et elle n'était pas du tout rejointe par les pratiques d'autres pays plus rationnels anglo-saxons. Pas du tout. C'est-à-dire, quand vous regardez les textes qui sont issus d'une clinique célèbre, était célèbre dans les années 50, 60, 70 jusqu'à les années 80, et qui a été un peu le berceau des approches psychanalytiques des patients schizophrènes, qui était une clinique qui était à 50 km de Washington, qui s'appelait la Chestnut Lodge, qui est une clinique privée, mais qui fonctionnait essentiellement à base de psychiatres, psychanalystes, et des psychanalystes ou psychiatres qui suivaient les patients. Eh bien, au détour d'un article qui décrit un cas clinique, vous découvrez stupéfait, que cette clinique, qui donc fonctionnait avant la neuroleptique, donc avec des patients parfois extrêmement difficiles, violents, désorganisés, agités, etc., eh bien, parfois ils étaient maintenus sur le lit, par des attaches, et donc ils étaient cloués au lit, et le psychanalyste allait dans la chambre, toquait, entrait, il faisait l'heure normale de séance d'analyse, avec un type attaché. Et donc, pour le coup, vous vous disiez, mais enfin, ils font encore plus extravagant que nous. C'est-à-dire que cette idée que quelque part, quand on travaille avec les patients schizophrènes, il faut être capable, on doit en tout cas assumer à un moment donné le souhait qu'il soit soigné et qu'on n'a pas à attendre de sa part. Apparemment, est assez généralisé, quel que soit le pays, quelle que soit la méthode de travail que nous adoptons, que ce soit psychanalytique ou psychiatrie classique ou tout autre. Et donc, manifestement, il y a quelque chose là d'une constante dans le travail avec les patients psychotiques qui dépasse les méthodes psychanalytiques, clairement, mais qui en revanche peut être comprise en termes de psychanalytique. C'est de cette façon-là que je finis par une formulation qui m'a semblé comme la première étape de tout traitement de patients schizophrènes, c'est-à-dire que le traitement commence lorsque quelqu'un, ça signifie une personne, une institution, une équipe, etc., et décide de s'imposer comme objet, au sens libidinal du terme, objet d'investissement dans sa vie psychique. C'est-à-dire que quelqu'un intervient et il dit que tu veux donc, tu vas être obligé de m'investir désormais dans ta vie psychique.
Alors, évidemment, si on dit ça aux psychanalystes, aux soignants, aux infirmiers, etc., souvent ils vont dire non, c'est pas du tout ça. Alors, il y a même pas des raisons pour dire que c'est pas du tout ça en apparence. On va dire par exemple, c'est ce qu'on disait dans les années 50, on dit oui, mais attention, ça c'est le principe de réalité. Hein? C'est au nom de la réalité. Alors, ma mère, il est venu dans la rue et il est en train de vociférer et il fait -5. Donc forcément, il atterrit dans mon lit et il demande à sortir, on ne le laisse pas sortir et puis on commence à le soigner. Donc oui, évidemment, mais ce n'est pas nous, c'est le principe de réalité. Ou alors on va dire, mais non, attention, c'est pas nous, c'est la famille, ce qui est vrai. C'est-à-dire que la psychiatrie publique ne fait pas de ronde dans les villes pour ramasser les brebis galeuses qui traînent sous les ponts ou qui vocifèrent dans le supermarché pour les prendre dans un hôpital pour faire du chiffre. En effet, c'est quelqu'un qui décide, que ce soit le préfet, la mairie ou les parents. Donc, évidemment, d'une façon ou d'une autre, nous ne sommes pas, et Dieu merci, les forces de santé publique qui régentent la vie de citoyens d'un pays. Mais ça n'empêche qu'à partir du moment où quelqu'un, quel qu'il soit, cette instance a fini par nous l'amener, nous disons maintenant tu es ici et tu es obligé de nous investir, que tu le veuilles ou non. Parce que même si tu dis je ne veux pas, on ne va pas t'ouvrir la porte. Et on ne va pas te laisser partir. Donc, d'une certaine façon, nous devenons les dépositaires de quelqu'un qui s'impose dans sa vie. Et s'imposer dans la vie de quelqu'un, ça signifie, en termes psychanalytiques, c'est proposer et même s'imposer comme objet à investir. Alors, il me semble que cette réalité-là, ça me parle, quand j'ai commencé à regarder comment ça se présente, que ce soit dans un traitement analytique individuel ou dans un travail avec un patient, un aspect douloureux, et pourtant la distance est grande, uniquement entre les deux, comment ça se présente, et que j'ai réalisé que tout cela, d'une certaine façon, nous le passions sous couvert de principe de réalité. Nous le passions sous couvert de principe de réalité, et d'une certaine façon, on s'abritait, pour ainsi dire, derrière la notion de principe de réalité, pour ne pas dire clairement que d'un point de vue, parce que le mot principe de réalité appartient aussi au vocabulaire psychanalytique, donc c'était quand même commode de dire c'est le principe de réalité, c'est pas un objet qui s'impose à sa réfléchir. Et donc, du coup, je me suis mis à m'interroger dans ce livre-là, est-ce qu'il y a des rapports entre objet et réalité? Et donc, chemin faisant, et en lisant Freud, en lisant le successeur de Freud, en essayant de comprendre ce que c'est cette notion que Freud utilise beaucoup, et j'ai abouti à la conclusion que, d'une certaine façon, ce qui est appelé réalité chez Freud, c'est l'objet. C'est-à-dire, c'est l'objet pour autant qu'il existe pour une personne, pour un moi. Il n'y a pas d'autre réalité que c'est ce qui est investi comme objet, que ce soit investi comme objet parce qu'il le veut, les études que je veux faire, l'enfant que j'aime, les loisirs que je préfère, objet choisi, ou que ce soit un objet imposé par les circonstances, par la nature, par les hasards de la vie, par les conditions géopolitiques. Enfin, il y a un tas de raisons dans la trajectoire d'une personne humaine pour que la fameuse réalité s'impose l'air de rien comme si la personne n'avait rien à faire, mais en réalité elle nécessite un investissement en tant qu'objet qui s'impose à sa vie au même titre que n'importe quel autre. Et donc, du coup, petit à petit, j'ai commencé à penser cette situation-là, non pas en termes de réalité qui donnerait, pour ainsi dire, une fausse objectivité à ce que nous faisons. Hein? C'est-à-dire, objectivement, c'est la réalité, du coup, nous ne sommes pour rien, c'est faux. Objectivement, si on veut parler d'objectivement, nous occupons une place d'objet et nous avons intérêt à le comprendre rapidement parce que l'autre partenaire de la relation, c'est-à-dire le patient schizophrène, lui, il l'entend bien ainsi. Et lui, il entend bien que vous êtes là sans que j'ai demandé votre présence et vous m'imposez à vous investir alors que moi je n'ai rien demandé. Et vous pouvez toujours lui raconter que ce n'est pas vous, c'est le préfet, ce n'est pas vous, c'est ses parents, ce n'est pas vous, c'est la condition météorologique, mais le fait est que c'est vous. Alors,
À partir de cette situation-là, qui me paraît la situation fondatrice du début de travail avec un patient schizophrène, on va avoir une première période qui peut être très courte, comme peut être très très longue, où il va résister avec les dernières énergies au fait que quelqu'un s'impose dans sa vie psychique comme objet à investir. Cette période, encore une fois, est longue, assez souvent longue. Dans votre pratique, vous la voyez souvent, des ruptures de traitement, rechute et retour à l'hôpital. C'est-à-dire ce qui est à chaque fois d'ailleurs une forme de confirmation du fait que vous n'avez pas l'intention de lui lâcher les baskets. Puisque d'une façon encore une fois ou d'une autre, que ce soit les gendarmes, les pompiers ou je ne sais pas quelle autre instance, c'est en définitive devant vous qu'il atterrit. Donc il n'y a pas de raison de penser qu'en définitive ce n'est pas votre personne à vous, individuelle ou équipe, qui est l'objet à investir, qu'il le veuille ou non. Donc, il y aura une période longue comme ça, et moi, c'est ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la chose suivante, que ce n'est pas les plus récalcitrants qui sont le moins désireux. Alors, je ne dis ça pas pour vous dire, plus il dit non, plus vous dites, mais si, je sais qu'au fond, tu me crèves d'envie que d'être avec moi. Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas une espèce de faire violence à quelqu'un pour lui extorquer un désir qu'il n'a jamais formulé, c'est pour la raison suivante. Il y a quelques années, il y a 20 années de ça, j'ai fait, comme vous ici à Pinel, on a décidé à l'hôpital où je travaillais à l'époque, de réunir dans une seule unité la totalité des patients qui étaient, c'est ce qu'on appelait les inséparables ou les insortables. On avait une terminologie comme ça maison, elle appelait inséparable, insortable, des patients pour lesquels on a fait de nombreuses tentatives de sortie schizophrène, sur 10, 15 ans parfois. Alors, ça pouvait être le studio. Alors, vous savez, les tentatives de sortie de schizophrène s'étalent non pas selon vos conceptions, mais selon l'âge du patient. C'est-à-dire qu'entre 20 à 25 ans, les parents sont prêts à lui prendre un studio et tenter la vie autonome. Donc, entre 20 et 25 ans, l'effort c'était pour qu'ils s'installent dans le studio. Puis, pour certains, ça marche, tant mieux, et on a un début de traitement qui va là. Pour d'autres, évidemment, ça ne marche pas, on parle de cela, parce que sinon, ils ne seraient pas là à 40 ou 45 ans. Donc, du coup, une fois que le studio a été une fois brûlé, une autre fois inondé, et la troisième a provoqué une pétition de tous les voisins des environs pour qu'ils partent, vous baissez un tout petit peu votre ambition et vous dites foyer. Donc, vous passez encore 5 ans et essayez de l'installer dans un foyer. Là encore, de temps en temps, ça marche, une nouvelle, et d'autres, ça ne marche pas, c'est le cas pour lesquels on parle ici. Et donc, vous commencez une troisième étape qui consiste à dire, trouver une autre solution, genre famille d'accueil, etc. Parce que nous, dans mon établissement, on a la chance de voir un placement familial pour adultes. Ce qui n'est pas très fréquent en France, c'est connu pour les enfants, mais il se trouve que depuis notre fondation en 1958, notre fondateur croyait beaucoup à l'intérêt pour des patients psychotiques adultes d'être accueillis dans des familles d'accueil au même titre que les enfants. Donc, on a toujours un placement familial adulte qui marche bien. Donc, une fois donc qu'il avait mis aussi à feu et sang la famille d'accueil dans laquelle on avait fini par le confier, vous finissiez par l'avoir à l'hôpital, et là, ce qui s'est passé d'habitude, c'est qu'on se confondait de plus en plus avec la nature morte de l'unité entre le radiateur et l'ordonnement. Et puis, plus le nombre de lits baissait, plus il y avait une rotation de lits rapide, et plus ce malade comme ça était oublié. Donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut sortir de cet abandon et le prendre dans un pavillon et de faire quelque chose avec eux. Alors, quand vous le preniez dans ce pavillon et que vous regardiez, quel était leur destin des 16, 17, 18 ans, début de la maladie, à 25, 26, 28, 30, c'était les patients qui ont résisté à la plus grosse énergie aux soins. C'est-à-dire, c'était les patients qui avaient en eux la plus grande crainte de ce qui a fini par arriver, c'est-à-dire de ne jamais se séparer de vous et de s'installer à l'hôpital avec une impossibilité de sortir qui conduisait à des troubles de comportement, des rechutes, des idées délirantes, des hallucinations, chaque fois que vous tentiez le coup de l'autonomisation. C'est-à-dire que cette résistance initiale vous parle quand même avec la preuve qui arrive 20 ans plus tard, à quel point
ils peuvent craindre, c'est-à-dire désirer, une forme d'inséparabilité définitive avec ce qui fait office d'objet pour eux, que ce soit l'hôpital, l'équipe infirmière, les murs, le jardin, le parc et l'objet primaire qui est la mer, si on veut aller jusqu'au bout du raisonnement de l'objet. Donc, ce sont des patients donc, qui sont d'autant plus enclins à éviter le soin qu'ils ont une forme de besoin en eux qu'ils connaissent inconsciemment et qu'ils redoutent à juste titre, à se laisser abandonner aux mains d'un autre, quel que soit cet autre d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est bien face à un tel poids que je crois que nous avons souvent préféré dire que c'est le panneau, c'est la réalité, c'est la société, c'est le préfet, c'est ceci, c'est cela, mais pas nous qui sommes dans cette situation d'une forme de séduction dont ils ne peuvent pas échapper, d'autant plus que secrètement peuvent quelque part la désirer. Alors, je ne veux pas vous détailler ici, parce que ce n'est pas le lieu, les prolongements théoriques d'une telle positionnement, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie ici le mot séduction, comme oui centrique. Alors, qu'est-ce que ça signifie le mot séduction, sachant qu'on est exactement dans la définition du mot, c'est-à-dire intervenir de façon active, voire violente, de façon à ce que quelqu'un soit obligé de vous investir alors que lui n'a rien demandé. Ça, on est dans la définition même de la séduction. Mais qu'est-ce que ça signifie aussi par rapport au statut de l'objet de psychanalyse, statut que je crois être trop souvent compris comme une formation intrapsychique, comme s'il fallait là encore écarter la dimension à l'évidence perceptive de l'appareil psychique quand on parle de l'objet, la perception, l'objet de la perception, les 5 organes de sens. Je laisse ça de côté, ce n'est pas le lieu, pour vous parler de comment cette première situation évolue. Est-ce qu'elle évolue? Globalement, oui. C'est-à-dire que vous voyez bien que le schizophrène avec lequel vous avez commencé, avec toute la violence détestable des injections de force, des champs d'isolement, de tout ce qui est quand même une partie très très agréable de notre métier, et qui est donc la partie inaugurale, hein, c'est-à-dire s'imposer comme objet à investir à quelqu'un. Globalement, cette évolution, cette période-là, tôt ou tard, se termine. Alors parfois, ça se termine de façon mal, mais souvent mal, mais provisoirement. C'est-à-dire que le patient à qui vous avez imposé les soins lors d'une énième intervention, plus ou moins de force violente, etc., se retrouve dans un état de total désinvestissement de soins à l'hôpital. Et là, vous avez, en plus de la culpabilité de l'avoir violenté, la culpabilité de l'avoir cassé. C'est-à-dire que vous dites, il me dit, puisque c'est comme ça, moi je serai comme un sac posé dans votre service, et puisque je ne ferai plus rien, et je suis là, à votre merci, ok, vous êtes plus fort, vous avez gagné, et maintenant je ne suis plus vivant. En réalité, ça ne dure pas longtemps. C'est-à-dire que ça ne dure pas longtemps parce que ce que nous avons fini par imposer, c'est-à-dire qu'on représente pour lui un objet à investir, fait partie d'une des tendances de sa vie psychique, c'est-à-dire la nécessité d'investir et d'être investi comme un objet. Mais nous avons créé une condition très particulière. Cette condition est la suivante. On a investi massivement quelqu'un. On l'a attiré de force vers le fait d'accepter manu militari une façon de vie commune, psychique avec nous, de partager quelque chose, alors même que lui, officiellement, il n'a jamais été en mesure de dire qu'il souhaite, lui aussi, faire affaire avec nous pour un bout de chemin dans la vie. Il ne l'a jamais dit. S'il l'avait dit, on n'en serait pas là de toute façon. Autrement dit, nous avons créé des conditions selon lesquelles le patient peut légitimement dire ces gens-là, ce psychiatre, cette psychiatre, cette équipe soignante, cette infirmière, cette assistante sociale,
tient en moi et a l'air, à sa façon de m'aimer, au sens large du terme, m'investir. Alors que moi, personnellement, je n'ai rien demandé. Cette structure-là, quelqu'un m'investit, mais moi je n'ai rien demandé, est une structure très connue de l'histoire de la psychiatrie et de la clinique psychiatrique. Ça s'appelle l'érotomanie. L'érotomanie, la définition même de l'érotomanie, consiste dans le fait que vous puissiez dire que quelqu'un vous a fait signe, vous a fait appel, il vous a dit tu m'intéresses, je t'aime, d'une façon ou d'une autre, alors que vous, dans votre façon de vivre l'érotomanie, je n'ai jamais rien demandé. C'est lui qui a fait le premier pas, c'est lui qui m'a fait des promesses, ou qui m'a laissé entendre des promesses. Alors, et Dieu sait qu'on fait des promesses, mais on laisse entendre des promesses, tu seras beaucoup mieux, tu pourras vivre seul, tu ne seras pas approché de tes parents, tu iras dans un RSAT, tu pourras continuer tes études, tu iras dans un hôpital de jour sympa, il y aura d'autres gens, peut-être même si un miracle s'est produit, tu auras une petite amie ou un petit ami, et tu auras un autre connaître enfin, c'est ce que tu trouves être une horreur absolument inévitable et en même temps réalité qu'est la sexualité. Bref, on en fait des promesses aussi à notre façon directe ou indirecte. Donc, nous l'installons, et c'est ça le début de la deuxième phase du traitement, dans une situation que la clinique, la plus classique, la plus traditionnelle, appelle une neurotomie. C'est une phase de grand apaisement et de grande satisfaction pour les équipes. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, vous avez un patient qui entre dans des eaux beaucoup plus calmes. Il est beaucoup plus d'accord, compliant aux soins. Attention, comment il est compliant aux soins? Il est compliant aux soins sur la base suivante, que vous avez 1000 fois entendue: de toute façon, je n'ai pas le choix. De toute façon, je n'ai pas le choix, ici, la relation autonomique, signifie la chose suivante. Moi, personnellement, je fais tous les efforts possibles et imaginables, que Dieu soit mon témoin, pour ne pas investir un objet de la vie. Hein? Je passais des heures dans la rue à vociférer, à hurler, etc. Dès qu'on m'approchait, je m'en éloignais tout en continuant à hurler. Jusqu'à ce que des gens sont venus, ils se sont imposés, ils m'ont dit maintenant qu'on nous investit, que le fait. Donc, moi, personnellement, je n'ai rien demandé, je n'ai rien investi. Mais, ils sont venus, ils se sont imposés, et maintenant, je n'ai pas le choix. Ne venez pas me dire que c'est moi qui l'ai choisi. Ne venez même pas me dire que je souhaite ce qui s'est créé comme situation relationnelle réciproque. Une fois la première phase passée. Les soignants et les psys que vous êtes savent bien qu'il ne faut pas trop demander aux patients schizophrènes s'il est content de venir à l'hôpital du jour. Il faut se contenter de constater qu'il est content, que vous le voyez, mais ce n'est pas la peine qu'il le dise en plus. Là, c'est vraiment la demande de trop de votre part. Il faut qu'il garde au fond de lui-même l'idée que de toute manière, je n'ai pas le choix, et de toute manière, ce sont eux qui l'ont voulu, et comme ils sont plus forts, je le fais quand même. Et même si vous voyez qu'il est quand même très très content d'y être, il prend beaucoup de plaisir, qu'il fait des énormes progrès, qu'il a une vie psychique qui s'est considérablement enrichie par rapport à ce qu'a été sa vie psychique jusqu'à ce qu'il se retrouve dans le soin, il ne faut pas trop aller tenter le diable pour qu'il le reconnaisse. Hein? Il faut accepter que d'une certaine façon, alors qu'il est manifestement très content, il est là par obligation. Il est là parce que l'objet s'est imposé à lui. Il est là par l'effet d'une forme d'érotomanie à laquelle il n'a pu échapper. C'est-à-dire que quelqu'un lui a fait signe et s'est imposé dans sa vie et désormais, voulez-vous, on reste avec. Ceci tient à une situation très précise. Où nous savons que les schizophrènes ont beaucoup de mal à investir un objet. Et surtout à investir un objet extérieur au corps propre, c'est-à-dire un vrai objet, c'est-à-dire une personne en chair et en os, en quelque sorte. Une personne en chair et en os qui n'est pas moi, qui donc un objet en dehors du corps propre, séparé et en lien. Mais, donc, ce qui est investissement, pour autant qu'il soit réciproque,
il y a d'un côté le mouvement de l'objet vers lui, ça pour le coup il y en a soupé, il vous a vu débarquer, le prendre, le mettre dans une chambre de lui faire des piqûres. Alors s'il avait le moindre doute sur le fait qu'une certaine pulsionalité vous anime, peu importe ce que vous répondez, vous dites que vous faites votre travail comme professionnel, vous avez raison. Mais là, ça s'appelle une pulsionalité qui vous anime, lui, il n'a aucun doute là-dessus. Le véritable problème, c'est que lui, il reconnaisse avoir une pulsionalité qui le pousse vers l'objet, qui le pousse vers vous, et il dit, je suis content de travailler. Vous voyez que chez le patient schizophrène, entre deux mondes, investir l'objet ou être investi par l'objet, il choisit quand même toujours le moindre. Et le moindre, c'est la passivité d'être investi. Mais ce qui est vraiment très très difficile à supporter, c'est que lui, il investit. Cette situation-là, que vous l'observez dans votre clinique, qui est celle qui étaye la relation erotomaniaque, est tout de même liée au rapport compliqué de ces patients, spécialement de ces patients avec leur corps. Parce que quand on dit investir un objet, on dit pulsion, et quand on dit pulsion, on dit corps. Et Dieu sait que ces patients-là sont extrêmement embêtés par leur corps, surtout à partir de la puberté, c'est-à-dire ce corps qui réclame un autre corps pour que quelque chose s'accomplisse est tout de même assez intolérable et source de désorganisation. C'est-à-dire que ces patients-là, dont cette idée que moi, je suis moi, il y a un objet en face de moi, on est séparés en lien, et quelque part, quelque chose qui vient de moi, pulsionnel, l'investi, et je reçois l'investissement de l'autre, cette relation-là, chez eux, et uniquement chez eux, pas chez tous les patients psychotiques, je ne parle pas de la psychose systématique, comme la paranoïa, etc. Je parle de la schizophrénie. Cette condition-là, qui est la condition la plus banale de la vie humaine psychique, est pour eux danger de vampirisation. Ils pensent, d'une certaine façon, que investir l'objet, ce n'est pas leur vie qui manque, sauf que si je le fais, je disparais. Je suis dépouillé. Ils m'aspirent, ils me vampirisent. Donc, hors des questions que de le faire, vaut mieux être autiste, mais ils ne savent pas faire de l'autisme non plus. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas non plus faire de l'autisme. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé l'épreuve de la puberté. Et la puberté vous dit, tu n'as pas le choix, tu as un corps, et ce corps a un complément sous la forme d'un autre corps. Et que si tu veux avoir une vie avec des objets, il faut passer par là. C'est une espèce de la leçon de la puberté, en quelque sorte. La puberté vous dit, finis la joie d'être garçon et fille à la fois, et d'être aimé par papa, maman, comme un bon garçon ou une bonne fille. Maintenant, tu es désormais garçon et fille, et papa, c'est un homme et une femme, et toutes ces joies de l'enfance, eh bien, c'est terminé. Quand tu te détermines, déjà que tu es à moitié, parce qu'il y a une autre moitié sous forme d'homme ou de femme, qu'il va falloir aller à sa rencontre, et ensuite, parce que les rapports si gentils prennent, ou pas gentils, mais prennent une autre coloration. Et cette coloration est celle de la différence de sexe. C'est cela qui est assez intolérable pour lui, et c'est en cela qu'il va répondre en disant, je n'ai rien demandé, c'est lui qui m'a demandé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Je suis, j'y reste, ça a l'air de lui faire plaisir, je continue, etc., etc. Bref, toutes les caractéristiques de la relation erotomaniaque, où l'autre fait un tas de choses pour l'objet, en disant que moi je l'ai demandé, c'est l'objet qui m'a demandé en premier, moi je ne fais que suivre ses points. Cette relation erotomaniaque-là est le vrai équivalent de la relation délirante à l'objet, appliquée dans la relation thérapeutique. Pourquoi? Parce que toute des relations délirantes dit quelqu'un m'a sollicité alors que je n'ai rien demandé. Il n'y a pas de relation délirante, délire, quelle que soit la forme du délire, le noyau est un noyau erotomaniaque. Quelqu'un de l'extérieur est venu frapper à ma porte, m'envoyer des signaux
changer les feux de signalisation dans la rue quand je marchais, changer les panneaux, me faire entendre une voix, me montrer quelque chose, un sourire, un passant qui a changé de trottoir dès que j'étais là et j'étais en train de marcher. Tout était délirante par du principe qu'un autre se manifeste à mon égard alors que moi je n'ai rien demandé. Donc on est dans cette configuration-là, dans la relation thérapeutique que j'ai. Cette période-là va durer longtemps, et c'est grâce à elle que beaucoup de réalisations vont avoir lieu. C'est grâce à elle que le patient va aller mieux, c'est grâce à elle qu'il aura un studio, c'est grâce à elle qu'il aura un travail à l'ESAT. Il sera très content de notre contentement. Hein? Il sera content de notre contentement, comme dans toute relation de ce type-là. Il dit bravo le petit, qui a fait beaucoup de choses, il est vivant, etc. Et donc, c'est une situation relationnelle qui pourrait durer toute la vie. Beaucoup de patients durent toute la vie. Hein? Et s'il y a un gain thérapeutique évident, il n'est plus hospitalisé, il prend son traitement, etc. Certains patients schizophrènes finissent un jour par se dire, mais je pars du principe que c'est lui qui m'a investi. Donc, que je suis l'objet de son mouvement d'investissement, donc de son mouvement de pulsion, de son désir. Hein, je suis l'objet. Mais est-ce que c'est vrai? Quel est l'objet de l'objet? Enfin, de celui qui est devenu l'objet pour moi, quel est son objet de lui? Est-ce que c'est vraiment moi? Ça apparaît à un moment donné dans le parcours de schizophrène de façon assez rigolote. Par exemple, je me souviens d'une patient schizophrène que je suivais pendant 20 ans, au total 30 ans. Au bout de 20 ans, je fais beaucoup de choses pour elle, et à sa façon, elle a fait beaucoup de choses pour moi. Elle a fait une formation professionnelle, elle a travaillé longtemps, elle s'est stabilisée au niveau des drogues, elle n'en prenait plus. Donc elle a fait beaucoup de choses pour moi aussi. Du moins, pour moi, ça veut dire que c'est qu'elle entendait comme quelque chose qui me fait plaisir. Au bout donc de 20 ans de ces 30 ans, elle m'a dit, comme ça assis dans l'entretien, elle m'a dit, mais vous portez une alliance. Je portais une alliance depuis bien avant la première. Il dit, mais vous êtes marié? Je dis oui. Il dit, vous avez des enfants? Je dis oui. Elle dit, c'est bien. Je dis, pourquoi c'est bien? Il dit, je ne sais pas. Par ces petits éléments, le schizophrène vous signale qu'il sort de la relation autonomique. Qu'il commence à se représenter que celui qui l'a pris pour un objet qui presque il est né pour lui, hein, il est là, tout le monde sait que vous avez fait une infirmière spécialement pour un jour le rencontrer dans ce genre d'isolement et commencer à vous occuper de lui. Hein. C'est clair que c'est pour ça que vous avez fait tout ce parcours. Et d'un coup, il commence à se dire, mais peut-être cet objet qui s'est imposé à moi a lui aussi ses propres objets. Je suis un des patients que j'ai suivi cette fois-ci en psychothérapie. Donc c'était un homme qui faisait le travail psychiatrique et le travail d'hospitalisation d'hôpital de jour. Et un jour, on a dit qu'on va se séparer, qu'il était beaucoup mieux, etc. C'était un travail en face à face, etc. Et une fois qu'on est convenu, qu'on termine à la fin de l'année, etc., et qu'on avait visité une dernière fois tout ce qui n'a pas arrêté d'être l'objet de notre travail, comment le papa, la maman, la grande sœur qui n'était pas sympa, le père qui était méprisant à son fils schizophrène, parce qu'il était évidemment très décevant comme fils, le père racontait quand même autre chose de la vie, la mère qui a récupéré le fils schizophrène avec lequel il a eu une espèce de... La part maintenant divorcée, des grands classiques que vous connaissez des dizaines de fois, on a repris. Il m'a dit, mais vous savez, ce que je me suis aperçu, c'est qu'au fond, mon père a sa vie, je ne sais pas de moi. Mais il ne s'occupe pas de moi, au sens qu'il s'en fout de moi, ça il le pense.
Il s'occupe, mais je m'en fous de l'autre, ça signifie je lui en veux toujours, et comme je lui en veux toujours, donc je m'occupe de lui, en gros. Mais il s'en fout de moi réellement, quelque part. Il a sa vie. Il m'a dit, il a sa vie. Et quand je regarde, ma mère a sa vie aussi. Et finalement, vous aussi, vous avez votre vie. Et puis il a fait une pause, il m'a dit, mais finalement, j'ai ma vie moi aussi. Parce que effectivement, il allait au cinéma, parce qu'il était passionné de rock, de musique rock, alors petit à petit, je l'ai pu constituer une énorme collection, notamment des disques des années 60-70, qui étaient sa jeunesse à lui, et donc le rock, il a aimé. Et il s'éloigne petit à petit de nous, il termine le soin par ce chemin-là où ils disent, mais nous, l'objet de 20 ans, finalement, il n'avait pas moi ou pas que moi comme objet, il avait ses propres objets. L'objet de l'objet, je ne le connais pas, c'est sa femme, c'est ses enfants, c'est sa vie, c'est le loisir. Mais, chemin faisant, moi aussi j'ai ma propre vie, mes investissements, etc., qu'on peut maintenant se séparer. Et ça, c'est pour ainsi dire la dernière étape du traitement des patients schizophrènes, la troisième, et celle qui détermine ce qui est parfois une grande conversation entre nous, c'est-à-dire, mais est-ce qu'il y a une fin un jour au suivi des patients schizophrènes? Moi, dans ce que j'ai connu, je réponds oui. Hein? Moi, personnellement, je les ai toujours vus, d'une façon ou d'une autre, terminer leurs soins. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans, mais terminer leurs soins. J'ai vu des patients dans l'unité dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a préparé, mais sur plusieurs années, à l'idée de partir dans une maison de retraite. Et ils étaient très contents, des grands schizophrènes, violents, etc., à l'idée, je me souviens il y a une patiente qu'on avait accompagnée il y a quelques années dans une maison de retraite, et puis elle a conçu une espèce de vengeance à l'égard de la vie, disant, mais c'est ma soeur qui m'a enfermé là, c'est ma mère qui m'a enfermé là, ça fait 30 ans que je suis dans ce cas-là, ça faisait 30 ans qu'elle est dans cet hôpital. Ça leur ferait les pieds de voir que finalement je sors de l'hôpital. Alors il se trouve que la mère et la soeur étaient déjà mortes. Enfin, c'est quand même des détails qui ne comptent pas beaucoup dans le travail des patients schizophrènes. Et puis une fois qu'on est arrivé le jour du départ, on avait prévu 3 infirmiers qui l'accompagnent, un grand pompe, c'est très grand, nous on était aimés. Voilà. Elle est dans mon bureau, on discute, on dit voilà, elle viendra me voir au CNP, évidemment, il partait évidemment en maison de retraite, il sortait d'une institution comportant le lit et le couvercle, si vous voulez, mais le suivi continuait sous forme de consultation au CNP comme pour tout le monde. Donc elle partait ce jour-là, ce jour elle partait dans une maison de retraite, on a dit, on a évoqué un peu le passé, et puis elle a dit, mais comment ça se fait que je sois vieille? Et tout d'un coup, vous avez réalisé que cette femme-là, vous avez dit, mais j'ai une vie en suspension pendant 30 ans. Elle est suspendue. Et au moment où elle s'est suspendue, je me rends compte que je n'ai plus 35 ans, mais 65. Et ça s'appelle vivre. Et comment ça se fait que je sois bien? Et donc, pour terminer l'histoire, et terminer aussi mon propos qui a déjà été plus long qu'il ne fallait, on a commencé avec l'équipe à lui raconter l'histoire, comment elle a commencé à être malade, comment elle a été hospitalisée plusieurs fois, des échecs, comment elle a fini dans l'activité, qu'est-ce qu'on a fait avec elle, etc. Elle a dit merci beaucoup, elle est partie. Et puis, elle revient 3-4 mois me voir après, parce qu'ils ont raté les 2 premiers rendez-vous de la maison de retraite, comme d'habitude. Et donc, elle revient me voir au CNP. Et je lui dis alors, comment allez-vous? Elle me dit c'est super, etc. Et je lui dis par erreur, parce qu'on est là, je lui dis mais est-ce que vous pensez de temps en autre à l'OVIV, l'hôpital l'OVIV, c'est le nom de l'hôpital dont elle est partie. Vous pensez de temps en autre à telle ou telle infirmière, etc. Et elle me dit, ah, docteur, je comprends, vous avez tellement de patients en tête, vous confondez avec une autre, je n'ai jamais été à l'OVIV. Et donc, je l'ai bouclé, je dis là, tu ne dis plus rien, ça.
déjà, on va dire, il est encore un peu grosse colérique, donc ne dis rien. Et je l'ai laissé comme ça. Et donc, je continue à la voir tous les mois, consultation, et quelques mois après, elle a commencé à réparer de l'olive. Mais sur le coup, ce n'était pas moi. Le message, ce n'était pas moi. Voilà, j'arrête là, j'ai trop parlé. Je passe la parole à vous. Allez. Merci. Monsieur Kapsondelis, merci beaucoup de votre présence dans ces établissements et je vais vous dire aussi que vous êtes dans le bon endroit, dans le bon moment. Je vous explique pourquoi, parce que déjà vous avez commencé ici, tout ce que vous avez écrit nous est familier, on connaît, c'est des choses qu'on rencontre tous les jours, la rencontre avec nos patients de longue évolution, et puis les patients du début de la schizophrénie. Et en même temps, votre expérience de fonder une unité, un service de malades, comme vous avez dit, des insortables, des inséparables, là on a la même chose dans notre établissement. Et là, je me suis retrouvé un peu dans des missions dans lesquelles nous, on travaille actuellement le projet de l'établissement. Et je reviens au deuxième point, vous êtes là au bon moment, parce que justement là, aujourd'hui, on remet en question notre fonctionnement, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre service pour nos patients. Et puis je tiens à vous dire aussi que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre livre, la vision de la schizophrénie du patient schizophrène par le rapport à l'objet, je le trouvais très intéressant. Et justement ces étapes, vous les décrivez de la rencontre, de l'érythomanie, et puis de l'objet. En même temps, on apprend quand on vous lit, et puis sur votre expérience de travail à long terme, je pense que c'est une expérience unique aussi, de voir les patients des décennies, voir un peu comment ça évolue. Pour nous, c'est des choses à apprendre, et puis pour vous dire, à un moment donné, on arrive aussi à voir des patients 10, 20 ans. J'ai été impressionné sur la fréquence dont vous voyez les patients. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre fonctionnement institutionnel, des fois, il nous ramène à voir des patients schizophrènes qui sont soi-disant stabilisés tous les 3 mois. Et vous les voyez 2 fois par mois, voire toutes les semaines. Peut-être pas tout le temps, mais une bonne partie du temps, je trouve, voilà, il y a des choses à apprendre. Après, il y a des conditions à voir aussi. Merci encore pour votre présence ici. Et puis, je vous proposerai après de visiter, si on aura le temps, un peu de voir nos unités. D'accord. Ouais. Oui. Alors, je vais pas m'embarrasser parce qu'il y aurait tellement de choses que j'aimerais discuter. Alors, je vais partir comme ça, donc, de souvenirs cliniques. Le premier souvenir que j'ai, donc c'est très ancien, parce que j'étais externe, donc j'ai fait un stage externe dans cet hôpital. Et donc à l'époque, les externes, étaient amenés à fréquenter des unités dites de long séjour. Et je me souviens effectivement, c'était vraiment, pour les plus anciens, donc c'était un des pavillons repoussoir en quelque sorte, ça s'appelait la 2 des femmes, où effectivement il y avait tous les patients considérés comme incurables, récupérables, enfin tout ce qu'on voulait. Et là donc il y a un jeune expert, fringant, qui arrive et qui se met à parler donc avec les patients pourtant qui paraissaient très régressés. Et là on voit une patiente qui était dans une sorte de marasme, qui faisait sous elle, qui se transforme complètement et qui devient élégante, qui se maquille, qui se met à parler et qui déclare: je vais bientôt me marier. Et je pense effectivement
que ce jeune externe qui, lui, avait prévu de se marier, pas avec elle, était tombé amoureux d'elle. Et j'ai vu effectivement, parce que c'est une de mes premières expériences en psychiatrie, j'étais finalement tout à fait étonné de ce changement radical qui s'était installé pour cette femme. Bon, malheureusement, quand ce jeune homme est parti, elle a retrouvé son état antérieur. Deuxième exemple, là, j'avance un peu en âge, je suis interne. Je m'occupe aussi d'un pavillon de longue évolution, avec des patients quand même un peu moins cérébrales. J'étais en analyse, à l'époque, on incitait les internes d'analyse de tenter quelques approches de psychothérapie. Et j'avais tenté effectivement une approche psychothérapeutique avec un patient schizophrène qui lui était dans une angoisse très importante, avec son angoisse de morcellement. Il a l'impression qu'il y avait des vapeurs pestilentielles qui l'envahissaient, il réclamait un lavage de cerveau, et il avait le sentiment que les infirmiers se réservaient les bons médicaments, pour donner que les mauvais médicaments aux patients. C'est dans ce contexte-là que je lui ai proposé de le rencontrer 2 fois par semaine. Ce qui était tout à fait étonnant, puisque lui, il réclamait des bons médicaments, il se retrouvait avec un psy qui lui demandait de parler. Alors, au départ, ça n'a pas été simple, malgré tout, il a fini quand même par mettre des choses en récit, ça a pris un peu d'importance pour lui. Mais à un moment, c'est Orthez, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il me veut? C'est-à-dire, au fond, il s'est finalement questionné sur le désir. Est-ce que cet investissement, un peu exceptionnel, parce qu'il était un des seuls patients de ce pavillon à bénéficier de tel investissement. Et donc, la question qui s'est posée, c'est de savoir si j'étais amoureux de lui. Et donc, il s'est défendu en disant qu'il n'était pas un PD. Et donc, là, il y a eu... je n'étais pas encore suffisamment avancé sur le plan du travail psychanalytique. Donc, ça a rendu les choses un peu compliquées, surtout que pendant les vacances, les infirmiers qui s'inquiétaient pour ce patient ont demandé l'avis du chef de service qui a dit que ce patient était décidément irrécupérable. Donc ça n'a pas facilité quand même le travail par la suite. Ça c'est juste pour dire un mot du travail institutionnel. Si j'avance un peu comme ça, ce patient, quelques années plus tard, alors que j'étais cette fois assistant, j'avais donc un pavillon de 50, 60 patients, donc c'était impossible de connaître pratiquement tous les patients individuellement, et j'avais proposé de faire des sous-groupes de parole. Donc il y avait 4 sous-groupes de parole, de 7-8 patients, et il en faisait partie. Et ce patient qui était replié sur lui-même, qui baissait les yeux, qui consentait une tension extrême, et bien au moment où d'autres pouvaient parler de leur service militaire, par exemple, eh bien il s'est mis avec un plaisir, manifeste, à raconter aussi des choses qui étaient devenues possibles dans ce cadre-là, dans cette possibilité. Autre situation beaucoup plus récente, là, en tant que pédopsychiatre, j'étais amené à suivre pendant de très longues années un patient qui est diagnostiqué Asperger. Et au départ, il était pris dans sa passion sur les bêtes préhistoriques, les dinosaures. Et puis, au moment de la puberté, précisément, là, il y a des choses qui se sont quand même déclenchées aussi pour lui. Je ne dirais pas, pour paraphraser le titre du livre, de Vassif Kessambelis, qu'il était en œil d'objet. Et secondairement, il est devenu en quête d'objet. C'est-à-dire qu'en fait, il a eu besoin, secondairement, de retrouver, parce qu'il a aussi, il a été pris par
pulsions sexuelles. Enfin, à chaque fois qu'une fille lui souriait, il tombait amoureux immédiatement. Donc ce qui n'était pas forcément réciproque. Et puis, peu à peu, enfin, donc, compte tenu de ses difficultés d'être en relation, enfin, donc, de sa maladresse et surtout du fait qu'il osait très peu de choses, il s'est retrouvé dans un isolement extrême. Il était très peu habile en sport, enfin, donc, il pratiquait le water polo, il était mis de côté. Enfin, donc, et donc il a été dans une solitude qui lui a pesé. Et en fait, peu à peu, il a construit, enfin, donc, je le voyais de manière relativement espacée, tous les 3 semaines, tous les mois. Et en fait, il s'est mis à développer, alors que c'est un garçon très gentil, il n'avait aucune agressivité, il ne se connaissait aucune agressivité. Et là, il s'est aperçu que germait en lui une haine donc, très importante par rapport aux autres. Il avait effectivement une fibre écologique, et donc il était dans une logique implacable. Ce sont les hommes qui sont responsables donc, de la famille de cette planète, et sa solution, c'est se débarrasser des hommes. Je ne sais pas trop comment s'y prendre, mais il avait comme cette idée qu'il fallait éliminer l'espèce humaine pour permettre de sauver la planète. Et là, il s'est mis finalement à nous raconter qu'il avait en lui un personnage, une sorte de roi. Il était prénommé Arthur, enfin il ne voulait pas très bien en dehors des chevaliers de la table ronde, enfin, puis Arthur les monstres. Et là, du coup, ça m'a un peu inquiété parce que je pensais qu'il y avait une bascule possible. Et j'ai rapproché les séances. Je l'ai vu toutes les semaines. Et là, très rapidement, il m'a annoncé qu'il était parvenu à se débarrasser d'Arthur. C'est-à-dire que l'investissement que je lui ai apporté à ce moment-là, donc a eu manifestement un certain effet. Après, ouais, il a été dûment diagnostiqué au CERA, donc, je continue de le voir de temps en temps. Il vient témoigner dans le cas du déautisme, enfin, donc, sur le devenir des patients autistes. Et donc, je vois effectivement comment cet investissement a pu être mis à profit par lui. Et juste, je terminerai pour faire le lien avec l'adolescence, parce qu'en fait, je retrouve dans les propos de Silis beaucoup de choses. J'ai bien insisté finalement sur les premières fonctions du WAPO, c'est en fait la fonction de maintenance, c'est la capacité donc d'être là, de survivre, de résister à tout, de répondre présent. C'est-à-dire en fait c'est la solidité du cadre qu'on offre. Et ça c'est important pour les adolescents, mais c'est important aussi pour beaucoup de nos patients. Autre point, effectivement, c'est la capacité de contenance, enfin là où il y a à la fois cette possibilité de par-excitation, c'est-à-dire les mettre un peu à l'abri, et quelquefois ça peut passer précisément par la prescription d'un psychotrope. Mais aussi cette capacité de mettre un peu en sens enfin, de ce qu'on peut comprendre, et là on retrouve au renom avec les capacités des objets primaires. C'est-à-dire voilà, de remettre au service du patient des fonctions qu'ils n'ont pas pu suffisamment intérioriser. Et la fonction d'individuation du soi, c'est notre rôle finalement de chroniqueur, d'historien. Et j'ai effectivement dans le livre de Vassilis, on voit finalement comment, à un moment, on peut parler, comment finalement on reprend un peu d'histoire. Vous avez été finalement abandonné par votre mère, donc vous avez dû changer de pays, donc, puis vous êtes retrouvé à l'hôpital et pour l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a nécessité d'une sorte de mise en récit sur lequel le patient peut s'appuyer. Et c'est vrai que ce qui me paraît important par rapport à en particulier les patients sur un registre 8, à l'adolescence, eh bien en lisant le livre de Vassilis comme ça, je me suis aperçu que c'était aussi tout à fait transposable par rapport aux patients schizophrènes. Voilà quelques réflexions que je voulais. Encore beaucoup d'autres choses, mais on les verra peut-être ce matin.
je crois que ça fonctionne très rapidement. J'avais pensé t'évoquer un tout petit bout d'une vignette clinique d'un ado, 16-17 ans. Il y a deux collègues là, qui sont là, qui font partie du psychodrame. Et d'un moment où, après une semaine d'absence de ma part, et c'est une des collègues là, qui a dirigé le psychodrame quand je suis absent, comme habituellement. Jean, il s'installe comme depuis 2 ans et demi au psychodrame. Il évoque, et ça c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, parce que pendant 2 ans, à peu près, il ne pouvait pas dire une pensée, évoquer quelque chose. Donc il fallait que je sois, puisque c'est moi qui dirige le psychodrame, dans un acte de création, mais aussi de lui proposer l'objet de mes pensées d'une certaine façon, pour qu'il joue quelque chose. Et il ne peut toujours pas choisir, et ça tu pourras sans doute en dire quelque chose évidemment, choisir les différents acteurs qui vont pouvoir être avec lui sur scène, alors que quand il est sur scène, il est relativement, et de plus en plus, loquace. Ce jour-là, il énonce que c'est très difficile, qu'il est parfois dans l'impossibilité de savoir s'il peut aller au lycée, s'il peut se mettre en route. Est-ce que je vais pouvoir me mettre en route? Et je lui propose alors donc une scène avec un copain ou une copine sur la route du lycée, où il pourrait converser avec ce copain ou cette copine pour parler de ce qui est en train de se passer en lui. Alors pour aller un peu plus vite, il en arrive à un moment donné, là, les différents acteurs et puis les co-thérapeutes et puis lui, à parler de la grille du lycée. Ils sont face à la grille. Et donc, sa copine dans le jeu dit moi je passe pas la grille, c'est pas possible, c'est une prison, etc. Et lui, on sent qu'il est beaucoup plus ambivalent, qu'il aimerait bien pouvoir passer la grille. Et il va être question d'un entonnoir. Dans le jeu, quelqu'un ramène l'entonnoir. Et ça va l'animer, on sent que ça l'anime énormément, au point où quand on est entré, c'est un peu ce qu'on comprend, ça va être très très soulageant parce que on est passé par le petit bout l'entonnoir et on ne peut plus en sortir. Et que ça, c'est quelque chose, en tout cas moi ce que j'en ai ressenti d'un point de vue, en tant qu'écoutant la scène qui est en train de se jouer, quelque chose de très rassurant pour lui, parce que là, il y avait quelque chose qui était fermé. Et ça me faisait penser, l'objet, il était choisi un petit peu par l'autre. Ben, voilà. Donc c'était un point qu'on peut peut-être essayer de discuter un petit peu. Merci. D'abord, merci beaucoup pour l'attention avec laquelle vous êtes intéressé à ce livre. Alors, oui, nous discutons avec vous, j'ai bien compris que nous étions sur des réflexions très très proches. Et en particulier concernant les patients psychotiques chroniques, dits insortables, etc., qui d'une certaine façon sont piégés dans notre propre offre de réalité, Je crois qu'il faut voir sans test, c'est-à-dire que du moment que vous les séduisez, y compris par la violence, de façon à ce qu'ils restent avec vous et qu'ils ne puissent pas partir, il est évident que vous prenez le risque qu'ils restent à vie. Hein? Et ce n'est que quand il aura su, quand il aura compris, quand il aura fait le chemin pour dire, au fond, je ne suis pas quand même l'objet de sa vie, quoi. Je ne suis pas l'amour de sa vie, je ne suis pas l'homme de sa vie, je ne suis pas la femme de sa vie, il a d'autres objets que lui-même il pourra aussi faire baisser la pression dans laquelle il vit dans la relation avec nous. Et c'est vrai que le maladie inséparable n'y arrive pas pour des raisons qui sont aussi en rapport avec leur propre passé infantile, voire des nourrissons, etc. Bien entendu, on travaille avec ça, on a affaire avec plusieurs, mais on n'a pas encore de
patients qui sont venus dans une éprouvette. Donc, ils ont tous un papa et une maman, et puis des relations familiales, des relations avec les primaires, des accidents, des drames, des impréparations, tout ça, ça va avec. Donc oui, il y a quelque chose à penser autour de ces patients-là, et je trouve, moi, que ces patients-là, par contre, pour moi c'est un point d'espoir, qui sont, au fil des décennies, ça je peux le dire avec l'âge que j'ai, de moins en moins nombreux. Ce qui signifie que notre façon de travailler avec les patients schizophrènes au fil des décennies a tout de même dû évoluer parce qu'elle produit moins de patients de ce type-là. Alors, je garde une petite réserve en disant est-ce que ceux qu'elle ne produit pas, ils sont dans la rue, sous les ponts, sous les porches, etc. C'est peut-être vrai, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, dans nos actions de soins, nous en produisons moins qu'autrefois. Alors, ça c'est ma première réflexion. Les exemples, les souvenirs cliniques de Christian Mill sont extrêmement parlants. Alors, est-ce que la patiente qui était tombée amoureuse de l'externe est revenue dans l'état d'avant après son départ? À mon avis, la question de savoir si elle va revenir sur son point de départ d'avant est fonction de la façon dont ce qui s'est passé est travaillé avec l'équipe soignante. C'est là que ça va se jouer. C'est-à-dire qu'elle, ayant vécu ce qu'elle a vécu, elle a offert la possibilité qu'une vieille fille devienne une veuve, en quelque sorte, pour schématiser. Maintenant, si nous continuons à la traiter, à nous comporter comme si c'était une vieille fille, il y a quand même des risques qu'elle redevienne la vieille fille et que son état de veuvage, du fait d'avoir perdu celui dont elle a été amoureuse, soit perdu de sa vie psychique et de son travail psychique. Mais pour peu que nous arrivions à parler et à discuter avec elle comme quelqu'un qui a vécu quelque chose dans la vie, un état amoureux, qui a été déçu, mais qui a vécu que des états amoureux heureux. Hein? Déjà, on travaille différemment avec les patients. Hein? Donc, je dis non, statutairement non, elle n'est pas revenue à l'état d'avant parce que l'état d'avant était une vieille fille et l'état d'après c'est une veuve. Maintenant, est-ce que nous sommes d'accord pour l'entendre comme tel et travailler à partir de ce nouveau fait? Hein? Ou est-ce que notre formation un peu trop formaliste, un peu trop objective, un peu trop cela, nous fait dire, bon, après tout, ça n'était qu'un délire, et tant mieux si elle s'en est débarrassée par la force des choses, par le poids de la réalité, alors qu'on s'en fiche que ce soit un délire ou pas, de toute manière, il délire. Donc c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on peut faire comme travail psychique avec, à partir et grâce parfois au délire. C'est un peu comme ça que je le vais. Alors, la question maintenant, une autre question que vous avez soulevée, c'était, si j'ai bien compris, la question de l'objet de l'objet, c'était là comme répercussion, comme modèle pour la vie psychique. Hein? Alors, un topic, etc. Alors, vous connaissez un peu les histoires. Vous connaissez l'évolution du topic freudien. Il y a une première topic qu'on dit descriptive, inconscient, préconscient, conscient, puis une deuxième topic qu'on dit structurel, c'est-à-dire moi sur moi et ça. Je crois qu'une façon d'intégrer ce que j'ai essayé de dire par rapport à la réalité de l'objet, comme seule possibilité de le comprendre, quelque chose qui a une réalité qui lui est propre, c'est de nous raccrocher avec une constante qui, je dirais, caractérise la totalité du vivant, qui est que le vivant évolue entre ce que le détente détermine
et que chez l'être humain ça s'appelle pulsion, chez les animaux ça s'appelle instinct, par le mammifère j'entends, chez les plantes ça s'appelle je ne sais pas comment, programme génétique, et le dehors. Et le dehors, c'est pour l'être humain l'objet, la relation libidinale, etc., le monde qu'il fabrique pour ses besoins, pour ses plaisirs, mais pour les plantes, c'est le soleil et la terre, qu'importe. Mais il y a toujours quelque chose qui est déterminé par le dedans, quelque chose qui est déterminé par le dehors. Et donc j'ai beaucoup de mal à ne pas imaginer que l'être humain devrait être défini d'une certaine façon entre un pôle qui est celui du pulsionnel et un pôle qui est celui de l'objet. En tant que ce qui, à l'extérieur de lui, joue un rôle déterminant, aussi déterminant que le pulsionnel, pour dessiner sa trajectoire, y compris sa vie psychique. Donc, non, on est obligé, je crois, de penser l'objet dans une forme d'utopique, sachant que plus l'organisme est sophistiqué, et l'être humain très sophistiqué, et peut-être de plus sophistiqué, plus les traductions internes de ce qui vient de l'intérieur, plus de ce qui vient de l'extérieur, auront une coloration particulière et personnalisée. C'est-à-dire que, de même que la façon dont les pulsions sont travaillées chez l'un n'est pas la même que chez l'autre, les pulsions ne se font pas représenter de la même façon au psychisme, demain c'est ce que la réalité extérieure, le monde extérieur objet, n'est pas représenté de la même façon chez l'un et chez l'autre. Alors, quand bien même il s'agirait d'objets complètement identiques, la façon dont vous exercez le travail n'est pas la même que la façon du voisin, la façon dont vous aimez un tableau, un œuvre d'art n'est pas la même que le même œuvre d'art de la part d'un autre, etc., etc. C'est-à-dire que de toute la façon, le pulsionnel d'un côté, le monde extérieur de l'autre, plus l'appareil est sophistiqué, plus il va être personnalisé. Mais n'empêche que la structure sera celle-ci. Quelque chose qui vient de l'organisme, quelque chose qui vient de l'environnement, et au milieu, un psychisme qui doit traiter avec cela. C'est comme ça que je le dirais, dans sa forme la plus épurée, la plus simplifiée. Alors, j'ai dit ça, en même temps, je pense à cet ouvrage de 1923 de Freud, Le moi et le ça, où il dit que le moi, il appelle le moi se trouve sous l'influence de trois facteurs, il dit le ça, autrement dit le pulsionnel, le surmoi, c'est-à-dire la loi de la société, en définitive, et le monde extérieur. Et je me dis, mais dans cette phrase-là, qu'il dit et répète dans ce beau ouvrage, tous les termes qu'il utilise sont des instances psychiques, sauf une, la réalité. Donc, peut-être ça n'est qu'une, mais ça s'appelle l'objet. Alors, la vignette clinique. Alors, il y a énormément de choses à dire pour deux raisons. La première raison est la suivante. Très très souvent chez les schizophrènes, le je n'ai rien à dire ou je n'ai rien à penser vient du fait que j'ai trop à dire et j'ai trop à penser. Et ceci n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres, c'est parce que la source de stimulation des pensées, qui est le monde extérieur, est trop envahissante pour qu'ils puissent s'ordonner suffisamment, hiérarchiser et finalement développer un discours sur ce que j'ai à penser en faisant les abstractions nécessaires pour pouvoir avoir un discours cohérent. C'est-à-dire que quand vous allez dire, si quelqu'un ce soir vous dit, mais qu'est-ce que c'était cette conférence? Si vous voulez donner à l'autre quelque chose d'utilisable de la conférence, vous êtes obligé de procéder à un énorme travail d'abstraction. Vous allez enlever les 99% d'éléments que vous auriez pu dire pour garder quelques-uns, sinon ce n'est pas utilisable. C'est ce travail-là que le schizophrène ne peut pas faire. C'est-à-dire que lui, il est dans une espèce de prise directe avec la totalité de la réalité qui va de la guerre en Ukraine jusqu'à la publicité qui change au moment où il passe devant. Et le tout a la même capacité de lui parler, si vous voulez. Et Racamier disait, le schizophrène est en osmose avec le monde, il sait être en osmose avec le monde, mais hélas, il ne sait que ça.
s'il savait après faire la deuxième étape, c'est bien d'être en osmose avec le monde, c'est bien de ne pas être fermé au monde, c'est quand même nécessaire d'avoir des objets. Et si vous êtes en osmose avec le monde, il faut quand même que vous soyez aussi capable d'avoir des filtres. Alors ça s'appelle par excitation dans la théorie psychanalytique, ça s'appelle capacité à investir le monde de façon ciblée, et non pas de façon généraliste. C'est-à-dire quelque chose de plus porteur d'un intérêt que notre, donc vous l'éliminez, vous l'oubliez. Et manifestement, ils ne savent pas faire ça. Ils ne savent pas modérer leur investissement du monde. Et c'est probablement ça qui les conduit à se retirer du monde. C'est-à-dire que quand il y a trop, vous préférez le rien. Et je crois que très souvent, ils partent du trop. Les schizophrènes ont un côté, tout me parle, tout me dit, tout me... Alors si tout vous parle, vous restez dans votre chambre, vous ne bougez plus. Il faut bien que tout ne vous parle pas pour que vous sortiez dans la rue et que vous puissiez aussi choisir, aller dans un magasin ou tel autre, regarder tel film ou rencontrer tel ami. Si tout vous parle, vous restez chez vous. Alors, ça c'est la première raison. La deuxième raison est la suivante. Si nous accordons la place théorique que je crois qu'on doit accorder à la réalité dite extérieure, c'est-à-dire à l'objet, dans la théorie, puisque dans la pratique, on l'accorde, personne n'est chez lui en train de penser que par la pensée, soit schizophrène. Tout le monde est en train de travailler dans la vie réelle, etc. On va mettre des médicaments, accompagner les actes, etc. Si donc nous disons qu'il faut penser aussi au plan théorique, c'est qu'on fait de toute manière au plan pratique, mais que pour penser quelque chose, il nous faut un champ d'expérimentation. C'est-à-dire que pour pouvoir faire de la science, il faut une expérience. Ça ne tombe pas du ciel, et ce n'est pas en étudiant la nature comme ça que vous allez avancer le savoir de la nature. La nature demande que vous prélevez un morceau, que vous fassiez une préparation, que vous utilisiez un microscope et que vous étudiez. Donc, eh bien, cette fonction de prélèvement de la réalité pour pouvoir l'étudier et la théoriser, ça s'appelle le psychodrame. Puisque c'est le seul dispositif thérapeutique que nous avons où vous avez affaire avec la réalité. Alors, quelle réalité? Pas la réalité, qui de toute manière n'existe pas réellement, mais la réalité des laboratoires. Quelqu'un qui se lève et qui parle, et qui sourit, qui dit non, qui dit oui, qui joue un rôle, qui répond, qui va jouer le chien, ou le chat, ou la grand-mère morte depuis 10 ans, etc. C'est la réalité des laboratoires, mais elle est là. Ce n'est pas le monde des représentations mentales, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, que nous rencontrons dans l'analyse classique. C'est un monde incarné, le monde de la réalité, qui est une réalité évidemment de laboratoire, de préparation, pas une réalité brute, comme si on était des naturalistes qui observaient la nature. Mais c'est de la réalité, c'est une préparation de la réalité, et qui est quand même la méthode par excellence qui nous permet de théoriser, si on peut théoriser, ce qu'on appelle réalité, objet, en psychanalyse. La méthode classique nous permet plutôt de comprendre la répulsion. C'est pour ça qu'elle rend d'ailleurs l'objet aléatoire. Elle dit que l'objet joue un rôle, et il a raison. On est dans un dispositif où on étudie plutôt le mouvement pulsionnel. Et l'objet doit être un peu discret, un peu aléatoire. Le psychodrame, méthodologiquement, c'est l'inverse. C'est un morceau de réalité, une préparation pour la clinique. Merci. On fait 10 minutes, un quart d'heure de pause. Donc on reprend à 16h. Merci.